Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de cette édition de 13 heures, d'abord les réactions au plan social présenté hier après-midi, vous le savez, par M. Messmer et M. Edgar Faure, le voyage du Premier ministre en Alsace qui a commencé ce matin, nous retrouverons notre envoyé spécial Jacques Idier. En sport, une journée de championnat de football hier soir avec une belle performance, vous le verrez, de la part de l'équipe de Nice. Et puis, à Munich, les épreuves sportives ont repris et la France a obtenu une médaille d'argent en escrime. Nous allons en reparler tout à l'heure avec Michel Drucker. Mais évidemment, depuis la reprise des Jeux, l'atmosphère est bien différente. Chacun des athlètes, ce matin à Munich, ne peut oublier, bien sûr, les 17 morts de l'autre nuit et la cérémonie grandiose et dramatique hier matin dans le stade olympique. D'autant que l'on continue à se poser des questions. Dans un cas semblable, est-il normal que certaines personnes remettent en cause, il est normal plutôt que certaines personnes remettent en cause les méthodes employées pour essayer de libérer les otages? Les autorités allemandes, pourtant, ont fait, semble-t-il, tout ce qu'elles ont pu pour éviter ce massacre. On continue cependant de se demander pourquoi les fédayines ont réussi à pénétrer dans le village olympique avec tant de facilité, et pendant ce temps-là, les 3 Palestiniens survivants sont interrogés et 15 suspects arabes sont recherchés en Allemagne. Autre chose à noter aujourd'hui à ce propos, l'équipe olympique de l'Allemagne de l'Est a reçu plusieurs lettres et plusieurs coups de téléphone les menaçant de mort et d'attentats à la bombe. Ce matin, en tout cas, tous les membres de l'équipe israélienne ont quitté Munich. Les cercueils des victimes également, vous allez le voir, ont été rapatriés. L'équipe olympique israélienne et ses dirigeants ont quitté Munich ce matin vers 8 heures. Les formalités de départ se sont effectuées à l'aéroport de Riem, qui était sévèrement gardé par la police et les gardes-frontières. Pour des raisons de sécurité, jusqu'au dernier moment, l'heure du départ a été tenue secrète. Les membres survivants de la délégation israélienne ont gagné directement la passerelle d'embarquement à bord d'autocars. Si les mesures de sécurité étaient importantes aux abords du Boeing spécial de la compagnie El Al, la situation était normale sur le reste de l'aéroport. M. Walter Schill, le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, ainsi que M. Vogel, ancien maire de Munich, et Ben Horim, ambassadeur d'Israël en République fédérale, ont salué les membres de l'équipe avant que ceux-ci ne se réunissent pour une brève prière collective. Les cercueils des victimes ont été chargés dès l'aube à bord de l'avion qui a atterri vers 11h35 sur l'aéroport de Lod Tel Aviv. Madame Golda Meir et de nombreuses personnalités l'attendaient. Les funérailles nationales vont être organisées aujourd'hui en Israël. Je ne reviens pas sur les réactions à travers le monde qui ont été nombreuses au cours de la journée d'hier, dont nous avons d'ailleurs longuement parlé. En Israël, il y a eu d'importantes manifestations en signe de deuil et de protestation contre le massacre de Munich. Même chose en Allemagne, où des milliers de personnes ont défilé hier, non seulement d'ailleurs dans la capitale olympique, Munich, mais encore à Düsseldorf et à Berlin. Jacques Segui, notre envoyé spécial, a été témoin de cette journée de colère. Le président de la République allemande est connu pour sa pondération vers laquelle le pousse son tempérament naturel, et aussi par la place que lui assigne la Constitution allemande. C'est pourquoi la semonce lancée hier aux pays arabes par le président prend beaucoup d'importance. À la tribune du stade olympique, M. Heinemann avait dit « Les responsables sont aussi ceux qui encouragent de tels actes ». Les pays arabes étaient visés. Ce matin, vous savez que ceux-ci protestent contre la phrase de M. Heinemann. Tandis que M. Brandt, en termes indirects et par la voix de son porte-parole, a fait savoir que le président de la République avait peut-être été dépassé par l'importance des mots prononcés. En tout cas, si Brandt ne prononce pas cette phrase de cette façon, il le laisse bien entendre. En tout cas aussi, M. Willy Brandt est bien obligé d'admettre maintenant que le principe des bonnes relations tous azimuts, maintenu contre vents et marées par l'Allemagne fédérale, est sérieusement battu en brèche. Au niveau de l'enquête, le ministre de l'Intérieur du Land de Bavière vient de confirmer un point important. Il a reconnu que les premiers coups de feu à l'aéroport ont été tirés par les policiers sur les 2 fédayines qui inspectaient l'avion qui devait les emporter au Caire. Nous avons tiré car nous avons pensé que les autres fédayines, à l'intérieur des 2 hélicoptères, avec les otages, prendraient peur et se rendraient. Au village olympique, les athlètes reprennent tant bien que mal le chemin du stade. Les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens quittent Munich, ainsi que 15 Norvégiens et 6 Hollandais. Chacun sait ici qu'il faut finir ces Jeux, qu'il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à dimanche soir. On va encore distribuer des médailles pour l'esprit. Mais dans les cœurs, la véritable cérémonie de clôture s'est déroulée hier matin au stade olympique. Ici Munich, à vous Paris.
Il faut pourtant revenir à l'aspect sportif de ces Jeux Olympiques. Les Français, je vous le disais, ont obtenu hier une médaille d'argent en escrime. Michel Drucker. Oui, on peut dire qu'une fois encore, ce sont les escrimeurs français qui auront donné le meilleur résultat à la France, apporté le meilleur résultat à la France. Vous vous souvenez qu'à Mexico, c'était l'équipe de France de fleuret qui avait remporté le titre par équipe. Et puis la semaine dernière à Munich, les escrimeurs français avaient obtenu 2 médailles de bronze, une au fleuret par équipe et une au fleuret individuel avec Christian Noël. Hier, c'est la consécration avec Jacques Lagaillerie, un garçon que le grand public ne connaissait pas et qui n'avait pas encore remporté un titre de champion de France. Je vous propose de voir comment s'est passé hier à Munich dans un climat un peu différent de celui des derniers jours, et vous le savez pourquoi, la cérémonie de remise des médailles pour l'épée individuelle. Dr. Csaba Fenyvesi, Ungarn, Hungary. Silver medal, Jacques Ladegaillerie, Frankreich, France. Dritte, Medaille de bronze, bronze medal, Győző Kulcsár, Hongrie. Vous verrez ce soir, au cours de notre résumé de 21h30 sur la première chaîne, quelques assauts de Ladegaillerie, et sur lequel il faut peut-être revenir, car on connaissait mal la personnalité du Français depuis hier. Il a 28 ans, il exerce la profession de professeur d'éducation physique à la Voûte, le pays des frères Cambera-Béraud, les rugbyman. Il est marié, il est père d'un petit garçon de 5 ans. Il n'a jamais été champion de France, je vous l'ai dit, mais en 70, il avait terminé 4e du championnat du monde d'Ankara. Il y a eu également hier soir un spectacle impressionnant. Il s'agissait des épreuves d'haltérophilie dans la catégorie super lourd. Et l'on a vu celui que l'on appelle l'homme le plus fort du monde, Alexeïev. En effet, cette finale des super lourds réunissait quelques mastodontes impressionnants et on attendait beaucoup du duel entre Vassili Alexeïev, le grand favori, le colosse soviétique, et l'Allemand de l'Ouest, Rudolf Mang, qui le talonnait à quelques kilos près depuis quelques mois. Je vous propose de voir Alexeïev en action. Il n'y a pas eu de véritable duel, car Mang n'a pas fait le poids, si j'ose dire, bien qu'il pèse 130 kilos devant ce géant soviétique, qui va réussir devant vous 230 kilos au troisième mouvement, c'est-à-dire à l'épaulé jeté. Regardez, c'est quelque chose. 1m87, 152 kilos, 3 repas par jour, 4 poulets et 1 rôti pour le petit déjeuner. C'est un colosse. Il était déjà nettement en tête Alexeïev après le deuxième mouvement. Il avait 15 kilos d'avance sur Rudolf Mang, l'Allemand de l'Ouest, qui a pourtant été brillant. Et ici, sous vos yeux, il va réussir à l'épaulé jeté. Vous savez qu'il y a 3 mouvements d'haltérophilie, le développé, l'arraché et l'épaulé jeté. On totalise les 3, ce qui donne le total olympique. Alexeïev réussit ici 230 kilos à l'épaulé jeté. C'est vraiment l'homme le plus fort du monde. Il succède à son compatriote Jabotinsky, champion olympique à Mexico. Mang termine deuxième, loin, mais c'est relatif. Il a totalisé tout de même 610 kilos aux 3 mouvements, alors qu'Alexeïev a réussi 640 kilos aux 3 mouvements. Il approche son record mondial de 5 kilos. Félicité par l'entraîneur soviétique. Il est impressionnant, monsieur Alexeïev. Aujourd'hui, on suit particulièrement les performances de 2 athlètes français. D'une part, Guy Dru dans le 110 mètres cet après-midi. Et en ce moment même, d'ailleurs, Régis Auvion, le champion du monde 71, qui est en train de participer à la course sur la route olympique. Au dernier pointage, Auvion ne faisait pas partie du groupe de tête. Nous sommes à 2 tours de l'arrivée. L'épreuve comporte 182 km, c'est-à-dire 8 tours d'un circuit de 22 km. Auvion n'était pas avec les favoris qui s'appelaient Martens, De Hertog tout à l'heure, mais la course n'est pas terminée. Quant à Drut, eh bien, il sera en piste vers 15h cet après-midi. Il aura fort à faire. 3 Américains, Milburn, Hill, Davenport. Milburn est le grand favori. Après, il est bien difficile de faire un pronostic pour les 2 autres marches du podium. Et puis, il y a aussi une finale du 400 mètres qui s'annonce fantastique avec les 3 Américains Matthews, Collett et Smith. Mais toute l'Allemagne aura les yeux fixés sur Karl Hans, son jeune prodige qui a réalisé 44 secondes 7 dixièmes, mais qui aura bien du mal à suivre le rythme de Matthews. Vers 17h30 cette finale. Voilà pour l'actualité sportive. En ce qui concerne Munich, en revanche, nous reviendrons à l'actualité du football à la fin de ce journal d'ici quelques minutes.
L'actualité politique française, elle est marquée aujourd'hui, surtout, vous le savez, par la visite officielle de M. Messmer en Alsace. C'est en effet son premier voyage officiel depuis son arrivée à l'hôtel Matignon. Une visite qui doit le conduire de Strasbourg à Mulhouse et Colmar et qui doit durer 2 jours. Compte rendu de cette première matinée avec Jacques Idier. Pour son premier voyage officiel en province depuis qu'il est Premier ministre, M. Messmer a donc choisi l'Alsace. Pour les dimensions, c'est la plus petite région française, mais elle compte près d'1,5 million d'habitants, dont 25 000 franchissent chaque jour le Rhin pour aller travailler en Allemagne et en Suisse. Accompagné de 3 ministres, Jean Charbonnel, ministre du Développement industriel et scientifique, Yvon Bourges, ministre du Commerce et de l'Artisanat, et André Borde, ministre des Anciens Combattants. Vous voyez ici M. Messmer serrer la main de M. Plimlin, le maire de Strasbourg. M. Messmer a d'abord participé aux cérémonies traditionnelles, dépôt de gerbes, au monument aux morts et au monument Leclerc. Voici le monument Leclerc. Puis, M. Messmer prendra le traditionnel bain de foule pour un Premier ministre. Et ensuite, à la préfecture, le Premier ministre a reçu des personnalités de la région. Le président de la Chambre des métiers, les parlementaires, les 13 députés d'Alsace sont tous UDR, des anciens combattants, des représentants des cultes, première prise de contact avec des responsables avant la réunion de la CODER cet après-midi, réunion à laquelle n'assistera pas la CGT. En fin de matinée, le Premier ministre a inauguré la foire européenne de Strasbourg. 3000 exposants, 34 nations représentées. M. Pierre Plimlin a déclaré dans son discours d'accueil « Nous ne manquons jamais de rappeler que Strasbourg signifie étymologiquement « ville des routes ». Hélas, nous ne méritons plus ce nom au temps des autoroutes. Dans sa réponse, M. Messmer a notamment abordé le problème des travailleurs immigrés, des travailleurs frontaliers. La mobilité de la main-d'œuvre dont tout le monde parle, ici en Alsace comme d'ailleurs en Lorraine. La mobilité de la main-d'œuvre se traduit en ce moment par de grandes migrations journalières à sens unique, à notre détriment. Et ces migrations manifestent l'insuffisante correspondance des niveaux économiques de chaque côté du fleuve. Ce sont, je le répète, des situations qui sont connues dans d'autres régions frontières, que nous connaissons en Lorraine, que connaissent les Franc-Comtois, que connaissent aussi les habitants du pays de Genève. Mais peut-être ces échanges journaliers, ces allers-retours, sont-ils plus sensibles ici en Alsace qu'ailleurs? Sans contrarier cette fluidité qui est la conséquence, et disons-le, la conséquence heureuse de la libre circulation des hommes dans l'Europe du marché commun. Il faut rétablir progressivement un meilleur équilibre économique entre les deux rives du Rhin. On ne peut tirer tout le bénéfice d'une position centrale que par de bonnes liaisons, vous l'avez rappelé. Et tous les Alsaciens le savent bien. L'Alsace doit être en communication facile avec les régions voisines de France comme avec les régions voisines étrangères, afin d'être ce lieu de passage et de rencontre privilégié entre la France et ses voisins. Mais, en même temps, elle doit renforcer ses liaisons avec Paris et avec les autres régions de la France, d'abord ses régions voisines. Pour le reste, en France, on continue de commenter le plan social présenté hier après-midi par M. Messmer et par M. Edgar Faure. Je vous rappelle que ce plan social concerne particulièrement les personnes âgées et les familles. À l'avenir, la retraite sera calculée sur les 10 meilleures années d'activité professionnelle et non sur les 10 dernières, ce qui est important. Le minimum de vieillesse garanti est augmenté de 24%, il passe à 4 500 francs par an. Et par ailleurs, les abattements de zone sur les allocations familiales seront supprimés à partir du 1er janvier. Enfin, une mesure pour les veuves qui pourront obtenir la pension de réversion à partir de 55 ans au lieu de 65. En contrepartie, il y a une hausse qualifiée de modérée sur la vignette automobile, sans doute 5 francs d'augmentation jusqu'à 4 chevaux et de 50 francs tout de même cette hausse
de 2 à 16 chevaux. L'augmentation interviendrait pour la vignette mise en vente à la fin 73. Bien sûr, beaucoup de réactions à cet ensemble de mesures. Je pense qu'il est bon de vous fixer à ce sujet un rendez-vous pour ce soir avec l'actualité en question. Un rendez-vous comme à l'habitude à 20h30. Étienne Moujotte recevra M. Edgar Faure, le ministre chargé des Affaires sociales, et il répondra aux questions de 4 journalistes. Il y a d'ailleurs 2 autres rendez-vous sociaux pour cet après-midi. D'abord la déclaration de M. Georges Segui qui marquera sans doute la rentrée pour la CGT, et puis une délégation du CNPF conduite par M. Paul Huvelin qui doit être reçue par M. Edgar Faure. Dans les milieux financiers, on a suivi avec intérêt bien sûr le plan social présenté hier. Commentaire à la Bourse de Paris, Gérard Vidalange. Oui, Jean-Michel Desjeunes, je crois qu'il faut distinguer les mesures sociales et les mesures immédiates. L'arrière-plan qui est en quelque sorte l'avenir et également le financement de ces mesures sociales. En ce qui concerne les mesures immédiates, la réaction est favorable. Je crois qu'elle est générale. Peut-être certains syndicats ne sont-ils pas entièrement satisfaits. Disons qu'elle concerne la France cachée, la France déshéritée, une France quand même de misère. Donc je crois que de ce côté-là, l'accueil est favorable. En ce qui concerne alors, disons, l'avenir, la relance de la participation, certains milieux financiers s'inquiètent encore que cette relance ne se produira qu'après les élections, donc c'est encore assez flou, mais M. Edgar Faure a parlé d'une économie de participation, et ceci rappelle pour certains de mauvais souvenirs. C'était l'époque de M. Vallon, et M. Vallon avait fait trembler la Bourse de Paris. Mais encore une fois, il y a des éléments très positifs, notamment cette diffusion des actions, de l'actionnariat est évidemment un élément favorable pour le marché financier. De même, la volonté de développer l'intéressement et de l'orienter plus précisément vers les formules d'actionnariat que vers les formules de comptes bloqués, simplement de l'argent qui est déposé, qui est rémunéré au sein des entreprises. En ce qui concerne le financement, pas de problème dans l'immédiat jusqu'aux élections, mais on se demande si après les élections, il n'y aura tout de même pas des charges supplémentaires pour les entreprises. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la Bourse de Paris est assez bien orientée, surtout sur les pétroles, vous en parlerez tout à l'heure. Une découverte encore une nouvelle découverte en mer du Nord qui concerne le gisement d'Ecofisc. Il y a à la fois des intérêts français, belges, norvégiens, américains. Vous voyez, c'est un peu l'Europe du pétrole qui se trouve mise en évidence par cette découverte en mer du Nord. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Un conflit social est en cours depuis la fin du mois d'août. Il s'agit de l'usine Baroclem qui se trouve dans la banlieue de Rouen, et depuis lundi, elle est occupée par des ouvriers en grève. Le conflit qui oppose les ouvriers à la direction de l'usine Baroclem à Grand-Quevilly dans la banlieue de Rouen n'est pas résolu. Hier soir, une entrevue entre les représentants des ouvriers et la direction s'est poursuivie assez tard à la cité administrative de Rouen, discussion qui se déroulait en présence de représentants de l'inspection du travail. Ce n'est qu'à 22 heures, en effet, qu'elles ont été terminées. Au cours des négociations, la direction devait faire des propositions sur les salaires et le 13e mois. Ce matin, en Assemblée générale, les grévistes les jugeaient insuffisantes et refusaient de reprendre le travail. En effet, aucune solution n'avait été apportée à leurs conditions de travail. Demain, le comité d'hygiène doit examiner les locaux. Poursuite donc de la grève chez Baroclem, les syndicats ont demandé à la direction une nouvelle entrevue. Sur la scène internationale, 2 informations à propos du Vietnam. D'abord, un avion soviétique a été retenu sur l'aéroport de Vientiane. L'appareil est entouré par des soldats laotiens. On croit savoir qu'il s'agit d'un avion qui transportait des armes vers Hanoï pour tenter de rompre le blocus américain du Nord-Vietnam. Et puis les communistes ont attaqué ce matin la ville de Tiên Phuoc qui se trouve à 60 km au sud de Da Nang. Pour la première fois d'ailleurs, des chars ont été utilisés dans ce secteur. En Argentine, le directeur de la société Philips, qui avait été enlevé mardi, vous le savez, par un commando révolutionnaire, a été libéré hier soir. Les ravisseurs font partie de cette même organisation qui avait enlevé en avril dernier le directeur général de la Fiat, M. Salustro. Cette fois-ci, ils avaient demandé une rançon d'1 demi-million de dollars, et il est probable qu'ils aient obtenu satisfaction. Retour à l'actualité sportive avec la journée de championnat de football hier et hier soir. Et d'abord au Parc des Princes, hier soir le Paris Football Club recevait l'Olympique de Marseille, Michel.
Oui, il faut dire que les trois leaders ont gagné, c'est-à-dire Marseille qui est venu gagner à Paris, nous verrons dans un instant, Nice qui recevait Metz et qui a eu la main lourde, vous l'avez dit au début de ce journal, et puis Angers qui a gagné à Bordeaux. C'est une bonne performance pour les Angevins qui sont toujours bien placés donc dans ce championnat professionnel. Je vous propose de voir tout de suite comment l'Olympique de Marseille a battu le Paris Football Club hier soir dans le nouveau Parc des Princes. C'est Michel Drey qui assiste à cette rencontre et qui va sans doute nous dire que l'Olympique de Marseille attire toujours la grande foule. Les joueurs de l'Olympique de Marseille tout en blanc retrouvaient le Parc des Princes 3 mois exactement après leur finale de Coupe de France gagnée devant Bastia. Plus de 30 000 personnes étaient venues encourager le Paris FC qui avait perdu ses 3 derniers matchs de championnat. Les Parisiens très entreprenants vont prendre l'avantage dès la 12e minute sur cette action de Solas, regardez. Le ballon est renvoyé par l'un des montants, tir de Prost. Carnus repousse, mais Guignedou, bien placé, marque le premier but. Mais 5 minutes avant le repos, sur cette contre-attaque amorcée par Leclerc, les Marseillais vont égaliser par Bernard Bosquier. Contrôle de la poitrine et tir du gauche, malgré la charge de Chapuisat. 1-1, les Marseillais étaient très heureux, mais au même moment, ils perdaient Jacquinovi qui se faisait une entorse. Sa participation au match de Coupe d'Europe est incertaine. En seconde période, sous la conduite d'un Skoblar en super forme, les Marseillais vont faire la différence. Il y aura aussi une faute un peu sévère sanctionnée par l'arbitre sur cette action. Accrochage entre le gardien Hichet et Buig qui avait remplacé Neuvy. Coup franc pour Marseille à la 70e minute de jeu. Tir de Leclerc qui avait remplacé Franceschetti, reprise de la tête de Bonnet. Malgré son courage et sa détermination, la formation entraînée par Louillon ne pourra refaire son retard et c'est encore Leclerc qui va offrir à Skoblar, à 10 minutes de la fin de la rencontre, le 3e et dernier but marseillais. Une reprise superbe, 4e défaite pour les Parisiens. Les choses deviennent sérieuses au Paris FC où l'on parle de la venue d'un nouveau joueur. Tout va bien donc à l'Olympique de Marseille. En revanche, vous avez vu ce but superbe de Skoblar, l'Olympique de Marseille qui rencontre, je vous le rappelle, mercredi prochain à Lyon le 13, la Juventus de Turin pour le compte du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Quant au Paris Football Club, Michel Drey vous l'a dit, il va chercher à se renforcer. On parle beaucoup de Spiegler, le meilleur joueur de football d'Israël. On parle aussi beaucoup toujours de Keita et de Trésor. Nous allons maintenant, avec Jean-Jacques Fillot, voir ce qui s'est passé hier au stade du Ré à Nice, où l'attaque mitrailleuse de Nice a facilement battu l'équipe de Metz, qui n'est pourtant pas la première venue. Nice en direct. Il aura fallu une vingtaine de minutes aux Niçois que vous allez découvrir en maillot blanc, culotte noire à gauche sur votre écran pour prendre la mesure des Messins. Dès lors, il n'y eut qu'une équipe sur le terrain. À la 28e minute, Huck réalise un 1-2 avec Loubet et centre. Le Hollandais Van Dijk de la tête loge le ballon dans la lucarne des buts gardée par Barth. 1-0. Les Messins sont submergés, toute l'équipe joue en défense. Seul Combin, bien faible hier soir, reste en attaque. À la 33e minute, le ballon voyage de pied niçois en pied niçois. Et Révelli, dans de très bonnes conditions, va être servi dans le trou. Il va voir alors son pied droit bloqué par Bollier. Penalty, dira M. Mouton. Penalty, Van Dijk ne laisse aucune chance à l'infortuné Barth, 2-0. Huck, en super forme, multiplie les raids sur l'aile droite et à tous les coups il mystifie Rastol. À la 42e minute, il donne un très bon ballon à Révelli et c'est le 3e but. Mi-temps, 3-0 pour Nice. Même scénario à la reprise, les buts de Messins sont bombardés. À la 47e minute, à la suite d'une attaque niçoise, un tir de Van Dijk est repoussé par Barth. Révelli reprend, Bollier va repousser une nouvelle fois, mais Isnar, monté en attaque, va marquer. « 4-0. Le numéro 12 Messin Massé, qui a remplacé Rastol, essaie de secouer son attaque, mais rien ne passe. À la 73e minute, Eriksson sert Révelli, qui va devancer Barth et marquer son 2e but, 5-0. Coup de grâce à la 86e minute, Huck encore lui déborde, donne à Camerini, Geitz dégage de la tête un ballon que Jouve de voler loge dans les buts de Barth. 6-0, ce sera le score final, l'addition aurait pu être plus lourde. Plus lourde. Eh bien, si vous habitez la côte méditerranéenne, vous avez beaucoup de chance, car vous avez maintenant 2 très bonnes équipes, l'Olympique de Marseille et puis l'Olympique Gymnase Club de Nice. Nous allons maintenant voir ce qui s'est passé hier à Nantes, où il y avait un derby breton entre Nantes et Rennes. Depuis Nantes, Michel Barre.
23 000 spectateurs hier soir au stade Marcel Saupin et parmi eux, quelques-uns étaient venus de très loin. Match très rapidement mené, dès le début, chacune des deux équipes opérant par contre-attaque. Première occasion rennaise à la 12e minute, Kérusoré qui rentre de très peu à côté, Bertrand de Man semblait battu. La réplique nantaise est immédiate, mais pas plus fructueuse. Ce n'est que partie remise, puisqu'à la 29e minute, sur un service de Marcos, Rampillon déclenchait un tir très violent qui ne laissait aucune chance à Daniel Bernard. 1-0 donc pour Nantes, ce sera le score à la mi-temps. Le match baissait ensuite d'intensité, Nantes contrôlait la situation et se créait de belles occasions, surtout en fin de match, mais Rennes a eu de très bonnes réactions comme celle de Fantamadi Keïta, ici, qui oblige Bertrand de Man à un spectaculaire arrêt. 1-0, score final, c'est le reflet de la faible différence qu'il y avait hier soir entre les deux équipes. Merci Michel Barnes. Nous allons voir maintenant l'ensemble des résultats sur notre panneau. Vous voyez donc qu'il y a eu 3 victoires sur le terrain de l'adversaire. Marseille à Paris, Angers à Bordeaux, Saint-Etienne à Sedan. Et dans l'ensemble, les scores sont nets. Il faut noter l'excellent résultat obtenu par le Red Star à Strasbourg. Il n'est pas facile de ramener un point du stade de la Méno. Et excellent résultat aussi pour Bastia. L'équipe de Bastia a fort bien joué. Elle a battu Sochaux et il faut dire que les Bastiais étaient privés de Calmette, Odoul et Pantelic, ce qui est une bonne chose. Vous savez que Bastia rencontre l'Atlético de Madrid le 14 à Ajaccio en Coupe des vainqueurs de Coupe. Ce match sera d'ailleurs télévisé en direct, je le rappelle, sur la première chaîne à 20h30. Le classement, premier Nice, OM et Angers 9 points, 4e Saint-Etienne et Nîmes. Nîmes a battu Ajaccio hier, 7e les équipes de l'Ouest, Rennes et Nantes ensemble avec 6 points. En fin de classement, Ajaccio ferme la marche avec le Stade de Reims. Quant au Paris Football Club, il est 18e avec 2 points. Voilà pour l'actualité sportive. Merci Michel. Vous vous souvenez sans doute que nous avions consacré le mois dernier un hebdo-midi spécial au dauphin. Avec Roger Pic, nous avions fait plus que connaissance avec cet animal extraordinaire qui reste l'un des grands amis de l'homme. Il arrive que l'homme sache l'en remercier. C'est ce qui vient de se passer à Antibes avec la mésaventure, heureusement terminée, de Splatch, le dauphin. Les heures d'inquiétude ne sont maintenant qu'un mauvais souvenir au Marineland de Labrade. Il y a en effet quelques jours, le dauphin vedette de Marineland tombait malade. Splatch, tel est son nom, souffrait d'une assez grave complication pulmonaire. Aussitôt, tout était mis en œuvre pour sauver l'animal et pour la première fois, on allait essayer l'oxygène, doublé de tous les antibiotiques nécessaires, placés à l'intérieur de sa nourriture. C'était pour les dresseurs et pour le directeur de Marineland une expérience à tenter, une opération survie. Monsieur Delapoipe nous explique aujourd'hui quel fut le traitement de son malade. Dans le cas de Splash, après le traitement de base normal, son état a continué à empirer malgré les prélèvements qui ont été faits, des prélèvements de gorge, des vents et de salive, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose de différent et que par conséquent il fallait agir très vite pour pouvoir le tirer d'affaire. Nos soigneurs ont imaginé une chose qui n'avait jamais été employée jusqu'à présent, d'employer l'oxygène de façon à augmenter son taux de globules rouges et lui faciliter sa respiration. Et de fait, ce traitement s'est avéré très valable parce que dans les quelques heures qui suivaient, la respiration de l'animal s'est calmée et petit à petit, il a pu assimiler dans de meilleures conditions tous les antibiotiques que nous lui donnions. Nous avons souvent comparé les dauphins à l'être humain au point de vue intelligence, bien sûr. Est-ce qu'au point de vue traitement, on peut aussi le comparer à l'être humain? Mais oui, il y a beaucoup. Nous avons fait, le Marineland a une double vocation. D'abord faire connaître ces animaux au public qui vient nous visiter et ensuite les étudier. Sur le plan de la biologie ou de la physiologie de ces animaux, nous sommes arrivés quand même à certains résultats. Compte tenu des animaux que nous avons récupérés en mer, qui nous ont été apportés par des gens, par des pêcheurs, que nous avons capturés nous-mêmes dans certaines conditions, et nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'affections des dauphins étaient identiques à ceux de l'homme. Par contre, certaines de ces affections ne sont pas encore connues, et notamment nous avons découvert, il y a à peu près 6 mois de ça, que certains dauphins de la Méditerranée avaient avec eux, dans leur corps, un germe staphylocoque qui n'existait pas jusqu'à présent et qui n'était pas répertorié sur les germes différents et virus que vous trouvez généralement chez l'être humain. Splatch, comme tous les membres de sa famille, ne sont plus pour l'homme des animaux. On ne peut s'empêcher de les personnifier et l'on avait même l'impression en regardant ce dauphin qu'il se savait malade. Mais tout comme chez l'homme, le courage doit exister chez le dauphin. Le courage et l'espoir. Splash,
en l'espace de 2 jours, ensuite a récupéré totalement et maintenant vous le retrouvez dans son bassin à l'heure actuelle, alors que nous l'avions donné comme condamné il y a 3-4 jours. Et nous le retrouvons, je crois, en très grande forme, puisqu'il s'est trouvé une compagne qui a chippé à l'un de ses amis. Oui, je crois que là, alors là, comme c'est l'homme costaud du Marineland, il n'a pas eu de pitié pour son petit camarade et maintenant ils sont tous les deux alors que l'autre est en train de rester tranquillement dans son coin, mais peut-être un petit peu tristement. Tout le monde à Marineland partage la joie de Splatch, qui vous salue bien bas, qui vous remercie de vos bons voeux et qui se demande encore s'il n'est pas le plus beau conquérant de l'homme, faute d'en être la plus belle conquête. Une mésaventure, vous voyez, qui se termine bien. Secteur peut-être plus austère, la bourse, les cotations, Gérard Vidalanche? Eh bien, Jean-Michel, non. Aujourd'hui, les boursiers sont très joyeux car, je vous le disais, encore une découverte de pétrole en mer du Nord. On apprend des noms nouveaux et je crois que les étudiants sont obligés de les retenir. Les noms des prochains gisements de pétrole qui ne relayeront peut-être pas quand même les gisements fabuleux du Moyen-Orient, mais tout de même qui compteront dans l'approvisionnement de l'Europe. Eh bien, le gisement en question, c'est un gisement à 12 km au sud d'Ecofisc et c'est un des gisements qui a été découvert par un groupe américain, Phillips Petroleum, 40% dans ce gisement, Petrofina, la société belge, 30%, et puis Petronor, 20%. Petronor est un consortium européen qui réunit à la fois des Norvégiens, des Français, avec la Française des Pétroles et Elf, ainsi que les Pétroles d'Aquitaine, ainsi que d'autres petites compagnies françaises. Et puis il y a les Italiens, Agip, avec 13%. Eh bien, les autres noms de gisements, je vous en ai déjà parlé, c'est Brent, c'est en dehors d'Ecofisc, c'est Fortis, c'est Frigg. Et voici le cours précisément de la Française des Pétroles qui a monté aujourd'hui et qui a approché le cours de 230. Reprise des affaires de matériel téléphonique qui avaient été secouées, comme LMT qui regagne 40 francs aujourd'hui. Carrefour, la grande vedette, 3760, donc 76 francs de mieux. C'est un cours record aujourd'hui. Toujours pour rester dans le pétrole, la compagnie française des pétroles annonce ses résultats semestriels qui sont en baisse de 8%. Cette baisse s'explique tout simplement par le fait que les enlèvements de pétrole de l'Irak ont diminué après la nationalisation de l'Irak Petroleum. La société s'empresse de dire que les ventes du 3e trimestre sont en net redressement. Donc, accident de parcours, il ne faut pas prêter trop d'attention à ce recul de 8%. Carrefour, donc, 3760, on a baissé tout de même en séance, 3752 à présent. À signaler enfin que les stations de service d'Esso vont changer de nom. Elles s'appelleront Exxon. En effet, la société américaine, la Standard Oil of New Jersey, dont dépend la société française Esso Standard France, eh bien, change de nom, s'appelle Exxon. Magasin, peu de fluctuations avec tout de même une hausse, celle de prénatal, qui approche le cours de 300 à 298. Une baisse toutefois tout de même d'Ocre-et-Moi qui perd 6 francs 50. Vous savez qu'il y a une grande bataille en Italie au sujet du procédé de télévision en couleur. Est-ce que ce sera le procédé français, le SECAM, ou le procédé allemand PAL? Le gouvernement italien a examiné la question hier. Aucune décision n'a encore été prise, mais il y a une forte opposition à la fois des milieux industriels et des milieux politiques pour le procédé français. Quoi qu'il en soit, la lutte est encore ouverte, décision seulement dans quelques mois. Usinor, assez ferme, on s'attend à une reprise des valeurs sidérurgiques car la conjoncture, c'est-à-dire les perspectives dans la sidérurgie, sont meilleures depuis quelques mois. Le marché de l'or est très calme. Aujourd'hui, ce sont pratiquement les mêmes cours. Nous verrons le lingot à 10 620, 5 francs de mieux seulement, tandis que le Napoléon est en baisse de 10 centimes, 75,10. J'ajoute qu'il y a un cours record sur la rampe Pinet à 91, 191, 70. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard. La sainte du jour, Sainte Reine aujourd'hui. En fait également les Régines et les Réjeannes. Sainte Reine est vénérée dans la Côte d'Or et sa biographie indique que tout comme Sainte Marina, elle avait refusé de se donner à un gouverneur. Ainsi se termine cette édition de Télémidi. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouverai à 19h45.